faut-il investir en ETF ou privilégier le stock picking et qu'est-ce qui est le plus intéressant et rentable sur le long terme? Et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc pour ça, on va comparer deux stratégies bien opposées, investir dans un simple ETF versus faire du stock picking. Chacune de ces stratégies a bien entendu des avantages et des inconvénients et après on fera un exemple concret d'une personne qui a un salaire moyen en France, qui a investi un certain montant chaque mois et voir sur du long terme combien il lui reste en prenant vraiment les différents éléments qu'il va falloir prendre en considération, que ce soit pour le stock picking ou pour les ETF. Donc c'est parti. Au niveau des ETF, les avantages, on en a pas mal. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de temps à y consacrer. Donc un ETF large et c'est fini. Donc concrètement, on investit dans un ETF MSCI World ou dans un ETF S&P 500 si on croit aux US pour les 20-30 prochaines années et on s'arrête là. Donc ça, c'est quand même un très très gros avantage. Ici d'ailleurs, on va comparer une personne qui investit vraiment dans un seul ETF versus plusieurs actions et pas forcément un portefeuille ultra diversifié d'ETF, parce qu'un ETF généralement ça suffit largement. Alors oui, on ne s'expose pas au small cap, on ne s'expose pas non plus au marché émergent, etc. Mais on s'expose quand même aux plus grosses capitalisations et c'est eux qui créent aujourd'hui quand même la performance de manière générale. Le deuxième avantage, c'est l'accessibilité. Tout le monde peut investir en ETF. Les parts d'ETF coûtent pas très cher. Les courtiers aujourd'hui permettent pour beaucoup d'entre eux d'investir dans des fractions d'ETF très simplement. Donc, c'est accessible au plus grand nombre. Troisième avantage, le rapport coût-efficacité qui est juste excellent. Alors, on va voir, il y a des inconvénients bien entendu, mais quand même, on a un rapport coût-efficacité qui est exceptionnel au niveau des ETF. C'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose à faire, voire rien à faire. Au-delà de ça, on peut en acheter très facilement sur n'importe quel courtier et c'est très très efficace. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas baisser ni rien, comme tout actif, c'est risqué. Mais quand même, il y a un très bon rapport coût-efficacité. Quatrième avantage, la liquidité. Donc comme pour une action en bourse, c'est extrêmement liquide. Dès que le marché est ouvert, vous pouvez vendre, vous pouvez acheter très facilement juste ici. Cinquième avantage, c'est la diversification qui est automatique. C'est-à-dire que si on investit dans un ETF World ou S&P 500, un des deux, on est directement très bien diversifié. Alors, si on se dit que le S&P 500, on n'est pas trop diversifié, c'est que les US, en réalité, ce sont que des multinationales. Ils sont présents dans quasiment tous les pays du monde. Donc, même si le siège social est aux États-Unis, ces entreprises vendent des produits partout dans le monde et ils ne sont pas exclusivement aux US. Donc même avec du S&P 500, on est déjà très très bien diversifié réellement. Du World, c'est pareil, c'est majoritairement du S&P 500 à l'intérieur avec un peu d'Europe, un peu de Japon, etc. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Et au-delà de cet élément, le sixième avantage, c'est la transparence. C'est qu'on peut voir dans un ETF quels sont les actifs qui sont à l'intérieur avec la pondération. Alors, petit cas où c'est un peu une exception, c'est quand c'est des ETF synthétiques. Là, forcément, il y a un swap de performance entre des émetteurs. Donc, on n'accède pas forcément à ce qui est présent à l'intérieur directement. Donc, on n'a pas vraiment l'actif sous-jacent. Mais si vous investissez dans des ETF à réplication normale, donc pas synthétique, à réplication physique, les actifs sont bien le sous-jacent. Donc à ce niveau-là, voilà, on ne prend pas un risque supplémentaire en passant par un ETF et en n'ayant pas les actions en direct. On est propriétaire quand même des actions. Si demain il y a un problème avec Amundi et qu'on a un ETF de chez Amundi et Amundi fait faillite, réellement les actions qui sont présentes au sein de cet ETF, proportionnellement à notre investissement, nous appartiennent. Maintenant, on va voir les inconvénients des ETF. Le premier, c'est que ça comporte des frais, notamment des frais ici de gestion qui vont être annuels. Alors ça va dépendre sur quoi on investit bien entendu, mais il y a des frais annuels qu'il va falloir payer qui sont déduits automatiquement de la performance. Donc on ne les voit pas directement, mais ils sont présents. Donc si on veut maximiser sa performance, il va falloir privilégier des ETF qui ont les frais les plus faibles possibles directement. On verra ça un petit peu après de façon avec l'exemple d'une personne qui a un salaire moyen en France, un taux d'épargne un petit peu au-dessus de la moyenne et qui investit en bourse pour voir ETF versus stock picking, qu'est-ce qui est le plus rentable pour lui sur 25-30 ans. Et on va voir que clairement, il y a quand même une très très grosse différence, notamment à cause d'une raison principalement. Le deuxième élément, au niveau des inconvénients, c'est que la performance, elle est liée à l'indice. Donc la performance d'un ETF est directement liée à celle de l'indice
qu'il suit, si cet indice sous-performe, votre investissement en souffrira également. Donc typiquement, vous investissez sur le S&P 500. Si les US, ça se casse un peu la gueule, etc., vous investissez sur ce marché, donc l'ETF aussi va pas faire exception. Il va aussi baisser. Après, si on investit en actions individuelles aussi directement sur des actions qui sont au sein de l'indice, c'est pareil. Sauf que là, si on est sur un ETF potentiellement très spécifique à un élément ou à un pays, il faut prendre que c'est un risque aujourd'hui quand même qui est important en tant qu'investisseur. Mais c'est pour ça, après, si on est sur des très très gros indices, S&P 500 ou MSCI World, un des deux, franchement, on réduit le risque, même si, bien entendu, il est quand même toujours présent à ce niveau-là. Maintenant, on passe au stock picking, parce que là, il y a pas mal de choses à dire. Alors, les avantages, je trouve qu'il y en a déjà beaucoup moins. Le premier, c'est que ça permet de s'exposer exactement à ce que l'on souhaite. Bon, c'est pas forcément ce qui marche, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, mais on peut s'exposer vraiment aux actions d'entreprises qu'on souhaite, tous les pays du monde. On choisit vraiment ce qu'on veut, de la small cap, de la mid cap, de la large cap. Vraiment, tout est possible à ce niveau-là. Donc, c'est vous qui faites votre propre choix. Donc, il faut prendre en considération du coup que vous êtes aussi un expert parce que votre but, si vous investissez en actions individuelles, c'est de battre le marché. Sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Votre but, c'est de battre le marché. Donc, il faut avoir des compétences qui sont très, très poussées. La majorité des investisseurs ne battent pas du tout le marché. Mais si c'est votre cas et que vous pensez que vous êtes meilleur que le marché, et bien pour le coup, le stock picking, ça peut vous correspondre si vous estimez que vous avez un avantage de taille. Peut-être que vous travaillez dans une certaine industrie et que du coup, vous avez des informations dans cette industrie. Donc, pourquoi pas investir dans celle-ci? Après, il faut faire attention quand même. Même quand on a des informations, il faut prendre en considération que le prix d'une action aujourd'hui, c'est le prix qu'on estime être le bon prix. Donc si elle baisse, on estime que c'est le bon prix qu'elle a aujourd'hui, le bon prix qu'elle a demain. Donc tout est un petit peu déjà pricé. Donc il faut vraiment être sûr de vous à ce niveau-là. Deuxième avantage, c'est que le stock picking, ça peut être une activité intellectuellement stimulante et c'est vrai. C'est-à-dire que investir dans des propres actions, faire ses recherches, etc., pour certaines personnes, ça peut vachement plaire de se dire je vais chercher toutes les infos, etc. Ça ne garantit pas d'avoir de la performance, mais ça garantit d'avoir une activité qui est stimulante, intéressante, si bien entendu ça plaît, c'est-à-dire de regarder des bilans d'entreprise, des conférences qui ont eu lieu, etc., de suivre les actualités d'un secteur, les nouveautés dans ce secteur, est-ce qu'il y a de nouveaux concurrents qui arrivent, etc. Donc beaucoup de personnes font du stock picking aussi pour cette raison-là, c'est juste que ça les passionne de comprendre comment une entreprise fonctionne, comment elle va pouvoir battre certains de ses concurrents, se remettre en question, lancer de nouveaux produits, etc. Et on va voir le troisième élément ici et qui n'est pas le deuxième, qui est qu'il n'y a aucun frais de gestion. C'est-à-dire quand vous investissez dans des actions individuelles, on ne vous prend pas des frais annuels, vous pouvez détenir votre action 30 ans, vous n'aurez aucun frais qui va être pris par rapport à cette action. Donc ça, c'est le troisième avantage. Maintenant, les inconvénients. Le premier, c'est les frais de courtier, le spread et les impôts à répétition. Alors, il faut savoir que ces trois éléments-là, c'est des éléments qu'on retrouve pour les ETF. Mais la réalité, c'est qu'on a un portefeuille d'actions. Très souvent, on va quand même avoir tendance à devoir arbitrer sur certaines périodes parce que y a certaines actions qu'on va vouloir enlever parce que une action qui performe aujourd'hui, peut-être que dans 2 ans, sa stratégie a changé et on souhaitera vendre. Il y aura peut-être une petite partie du portefeuille qu'on ne va jamais vendre. On va acheter des actions Apple et on les vendra dans 30 ans. Un peu en mode on verra ce que ça donne. Mais de manière générale, les personnes qui font du stock picking ont tendance à arbitrer quand même pas mal de fois. Leur portefeuille avec peut-être un socle qui ne bouge pas, mais 70% du portefeuille va avoir tendance à bouger et il va y avoir aussi des réallocations. C'est-à-dire pas une vente totale des actifs, mais des fois une vente de quelques titres pour acheter un autre titre. C'est ce qu'on retrouve beaucoup actuellement. D'ailleurs, on peut le voir sur YouTube, les personnes qui font du stock picking, qui présentent leur portefeuille. Et chaque mois, ils ont rentré telle action, ils ont vendu telle action, etc. Ce qui entraîne du coup beaucoup de frais de courtier parce qu'à chaque fois qu'on achète et qu'on vend, on prend des frais. Il y a le spread aussi, alors ça va dépendre du courtier, etc. Et les impôts à répétition. Alors là, on pourrait se dire, oui, mais on utilise le PEA et voilà, il n'y a pas d'impôt, ça reste dans l'enveloppe fiscale. Mais la réalité, c'est que si on veut être bien diversifié au niveau de ses actifs, ses actions,
pour le coup, on ne peut pas être que sur le marché européen, que sur les actions françaises. Il faut avoir aussi ce qui fait en sorte qu'il y a de la performance aujourd'hui. C'est notamment des actions qui vont être US, aussi d'autres types d'actions, afin de profiter de la performance que notre objectif, une nouvelle fois, si on fait du stock picking, c'est de battre les meilleurs indices, notamment le S&P 500, sur le long terme, parce que sinon, autant prendre un ETF et on s'arrête là, c'est aussi simple que ça. Maintenant, le deuxième inconvénient, c'est le manque de diversification. C'est-à-dire que pour finalement aujourd'hui avoir un portefeuille diversifié d'actions, il va falloir être sur plusieurs secteurs et aussi au-delà de plusieurs secteurs, avoir des entreprises de manière assez importante. C'est-à-dire que si on n'a que 3 entreprises, on n'est pas exposé à tous les secteurs. Et ça, c'est problématique parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner à ce niveau-là. Donc il faut souvent un portefeuille de 30 actions, 20 actions, même plus potentiellement pour certains. Et du coup, ça nécessite d'y passer beaucoup de temps à suivre les actualités. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont aujourd'hui les nouveautés concernant ces entreprises, les bilans d'entreprise? Donc, c'est une activité qui va demander du temps. Mais encore une fois, si on a du temps, il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, le troisième inconvénient, c'est un petit peu ici ce que j'ai indiqué, c'est le temps à allouer et le coût de ce temps. Et ça, c'est vraiment important par rapport à votre revenu que vous avez aujourd'hui. Peu importe votre revenu, calculez votre taux horaire et regardez combien de temps vous passez à gérer vos investissements. Et vous allez voir que souvent, dans la majorité des cas, si on fait du stock picking, en fait, c'est pas du tout rentable ce temps qu'on passe. On ferait mieux de faire autre chose, même d'aller à la salle de sport, de voir ses amis, etc. C'est un temps qui souvent serait beaucoup plus rentable. Donc si on déballe un peu les informations ici, j'ai pris ici une moyenne d'une personne qui vit 75 ans, ça fait à peu près 27 000 jours au total. Donc on n'a pas beaucoup de temps sur Terre. Donc le but aussi, c'est de faire en sorte de passer moins de temps sur ces investissements, en tout cas pas trop, afin de pouvoir faire en sorte de profiter, voir des amis, faire des événements, etc. Donc ça va prendre quand même du temps. Si c'est rentable par contre, ça peut potentiellement valoir le coup. Donc là, ça va dépendre de chacun. C'est pour ça qu'après, on va prendre un cas concret. Maintenant, le quatrième inconvénient, c'est la sous-performance de par 95% des investisseurs. Donc ça, vous l'avez très certainement déjà vu, l'étude Spiva. Mais aujourd'hui, les investisseurs, alors là en plus c'est par rapport aux fonds professionnels, mais les investisseurs particuliers c'est encore plus catastrophique. On peut battre bien entendu les indices, beaucoup de personnes battent les ETF World, le S&P 500 sur 5 ans, sur 7 ans, sur 8 ans. Et en fait plus on avance dans le temps et plus c'est compliqué de battre ces indices. Parce que finalement l'indice c'est réellement les meilleures valeurs au moment T, avec finalement le prix des actions qui est en soi déjà pricé, qui est le prix idéal, donc avec pas vraiment d'anomalie à l'intérieur et avec aussi un arbitrage dès qu'une action sort de l'indice, une nouvelle qui est meilleure rentre, etc. Donc c'est quand même très très compliqué, mais il y a quand même un pourcentage qui arrive, donc potentiellement pour ces personnes-là, ça peut être intéressant. Maintenant, on va prendre un exemple concret. Alors j'ai pris une personne qui a un salaire moyen en France, donc visiblement le salaire moyen, je regardais sur l'INSEE tout à l'heure, on est à 1 800 € net, donc toute classe d'âge confondue, et après, bien entendu, ça dépend dans quel secteur on est, etc. Mais concrètement, un salaire moyen, c'est 1 800 € net. Donc sur ce salaire-là, j'ai pris que la personne, elle épargne 30% chaque mois, donc 540 € par mois qu'elle va pouvoir investir directement sur les marchés financiers. On part du principe qu'elle a déjà son épargne de précaution, etc. Donc pour ça, elle va utiliser un compte titre pour de la diversification, notamment aussi pour s'exposer aux actions US, parce que la performance des actions françaises, c'est pas du tout la performance des actions américaines. Et le but du coup, c'est d'avoir un petit peu de tout potentiellement. Avoir potentiellement, soit se dire je me mets sur l'actif qui performe le mieux, en tout cas qui a le mieux performé au cours des 20 dernières années, en espérant qu'il performe toujours, comme le S&P 500, ou soit je me mets sur un ETF World, et dans ce cas-là, je suis vraiment diversifié, j'ai de la France, j'ai du Japon, j'ai pour le coup de l'Europe de manière générale, des US, etc. Donc pour ça, on va avoir besoin, pour la partie action, vraiment d'être sur un compte titre par rapport à cet élément-là. Donc là, j'ai comparé 2 éléments, un ETF iShares, juste ici, donc avec des frais de 0,03% versus de l'action individuelle stock picking. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous allez voir, c'est exactement la même performance que j'ai mis. Donc j'ai mis une personne qui est assez forte en stock picking, qui arrive à obtenir sur 30 ans la même performance, exactement la même qu'une personne qui, pour le coup, est sur un ETF. Ce qui est pas évident, c'est vraiment pas simple. Et on va voir que malgré ça, ils ont la même performance, mais un élément rentre en jeu qui fait en sorte que pour l'un d'entre eux, ça va être un petit peu plus compliqué. On commence par la personne qui investit ici sur un ETF iShares. Donc cet ETF, la performance, j'ai mis sur 30 ans, 7% de performance.
Encore une fois, peut-être ça sera 4, peut-être ça sera 10. Voilà, encore une fois, c'est dans l'idée. Imaginons 7% de performance sur le S&P 500 durant les 30 prochaines années. Pour ça, j'ai enlevé les frais de l'ETF qui sont de 0,03%. Donc on est à 6,97. Maintenant, on va aller plus loin. On va aussi enlever les impôts pour voir à la fin combien il reste vraiment dans la poche. Donc là, on va regarder le patrimoine net après 30 ans. Donc imaginons cette personne, elle a 20 ans et à 50 ans, voilà, elle a ce montant-là de placement, 659 241 € avec un peu plus de 450 000 de plus-value. Donc ces intérêts-là, elle va décider de vendre sur son compte titre. Donc au niveau de son compte titre, qu'est-ce que ça donne ? 30% de ce montant-là, ça fait 139 000 € qu'il va falloir redonner à l'État, ce qui est pas mal. Et du coup, le total, donc ici, ça c'est finalement le total du placement, moins concrètement les impôts, il lui reste dans la poche 519 951 €. Elle ne s'est pas pris la tête à gérer son portefeuille, elle a investi tous les mois, c'était vraiment très très simple. Elle a vraiment pas fait grand chose à ce niveau-là, une gestion très simplifiée. Maintenant, on a ici un investisseur qui s'est dit, bon, moi je veux réussir à surperformer le marché. Alors malheureusement dans son cas, il a eu la même performance que le marché. On aurait pu prendre un exemple où il surperforme un peu, mais il faut vraiment qu'il surperforme quand même de manière importante pour pouvoir, vous allez voir, avoir un meilleur résultat qu'un ETF. Pour une raison. Alors là, pareil, la personne, elle a investi 540 €. Alors le taux d'intérêt, 4,90. Mais pourquoi il est à 4,90 alors que là-haut, il est à 6,97? Parce qu'il va falloir prendre en considération ici qu'une personne qui investit en actions individuelles, et c'est le cas pour la majorité des personnes qui investissent en actions individuelles, c'est qu'il y a des moments où ils vont devoir arbitrer. Parce que potentiellement, leur portefeuille va être surpondéré sur une action qui a extrêmement performé. Des fois, il y a une action d'entreprise qui procède à des changements de direction, etc. Et la personne se dit, ok, moi ça me plaît pas, je souhaite changer. Pareil, les résultats sont pas bons par rapport à une raison qu'il y a un nouveau concurrent qui arrive sur le marché, il vaut mieux se positionner sur son concurrent, donc il va y avoir de l'arbitrage. Alors pourquoi on passe du coup de 6,97 à 4,90 ? En fait, c'est pour une raison simple, c'est que 7% de performance, on va enlever 30% de flat tax à chaque fois qu'il y a un arbitrage sur les plus-values. Donc 30% de flat tax sur un arbitrage, sur une plus-value, ça fait 2,1% de performance. Donc ça fait 4,9%. Alors ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il y aura ici pas d'impôt tout à la fin, il va y avoir de l'impôt tout au long du processus. Et on va regarder du coup qu'est-ce que ça donne. Là, j'ai pris aussi l'exemple d'une personne où c'est des actions qui ne versent pas de dividendes. Voilà, là, on a pris vraiment actions qui ne versent pas de dividendes pour que ça soit un petit peu optimisé. Si c'est des actions qui versent des dividendes, on peut encore augmenter ce taux ici et il sera encore plus important. Et à la fin, il y aura encore des impôts au niveau des dividendes qui seront versés. Prenons en compte que là, il n'y a pas de dividendes versés, tout est réinvesti. Et en haut, c'est un ETF capitalisant, tout est réinvesti. Et ici, du coup, la personne arbitre et réinvestit automatiquement. Donc elle réinvestit à chaque fois, mais avec une décote de 30%, donc elle doit racheter. Mais finalement, on va le voir, pas très intéressant. Donc patrimoine net après 30 ans, 443 541 €. Donc sur ce patrimoine net, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que là, la fiscalité, elle l'a payé un petit peu tout au long du processus, pendant 25 ans. Mais vous le savez, les intérêts composés font en sorte que si, quand la boule de neige se développe, à chaque fois on enlève 30% et qu'après elle doit continuer, en fait, la performance, elle va être vraiment atomisée sur le long terme. Ce qui fait que là, on a une différence qui est énorme. Vous allez le voir au niveau de la conclusion. On est sur 76 000 € à peu près de différence, ce qui est phénoménal. Et avec un simple ETF et aucune gestion. Donc pour l'exemple, ici, on aurait pu prendre un ETF World capitalisant, donc qui en soi est diversifié, versus du stock picking avec ici une personne qui gère plutôt bien, qui arrive à faire la même performance que le marché. Encore une fois, c'est une minorité qui arrive à faire déjà la même performance et encore une plus petite minorité qui arrive à surperformer. Et ici, avec, pour l'exemple, on va dire des actions qui ne versent pas de dividendes. Donc c'est pour ça qu'ici, je n'ai pas réenlevé un pourcentage de fiscalité, imaginons sur des dividendes qui seraient versés, parce que si on prend en considération que là, il y a 3% du portefeuille, 3% qui versent des dividendes sur 443 000, à ça, il faut encore enlever, pour l'exemple, il faudra enlever 30% sur 443 000, ça verse 3%, à un peu plus presque entre 12 et 15 000 €. Donc on enlève encore 30%, on enlève encore 4 000 et quelques euros chaque année. Et ça, c'est important. Et donc, au final, la conclusion, c'est que les deux stratégies peuvent potentiellement être intéressantes, mais c'est très, très compliqué de battre le marché et au final, juste avoir un simple ETF, c'est une garantie d'avoir la performance du marché. Pas forcément d'avoir une bonne performance, mais d'avoir la performance du marché qui est déjà exceptionnelle
au niveau des marchés financiers. Alors ça peut par contre baisser pendant 10 ans, puis reprendre, etc. Mais jusqu'à maintenant, ça a toujours été une performance qui a été très bonne si on est sur un indice très large ou un indice avec vraiment des très très grosses capitalisations qui dirigent un peu le monde aujourd'hui. Donc voilà par rapport à ce bilan stock picking vs ETF. N'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous souhaitez commencer à investir en bourse, je vous mettrai sous cette vidéo mes 2 courtiers que j'utilise pour investir, Trade Republic et Interactive Broker, avec des bonus à l'inscription dont vous pouvez profiter. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.